Bienvenue dans Au-delà des performances, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs et dirigeants pour partager sans filtre leur réalité au quotidien. Je suis Carole Messonnier, naturopathe, et dans chaque épisode, je vous invite à découvrir des parcours de femmes et d'hommes engagés à travers des échanges vrais, humains, autour des difficultés qu'ils ont rencontrées et de la manière dont ils ont trouvé leur propre équilibre à leur façon. Un nouvel épisode vous attend tous les 15 jours et si ces conversations vous plaisent, je vous invite à vous abonner et à mettre 5 étoiles pour soutenir le podcast. Aujourd'hui, je reçois Mélanie Biberian, présidente de l'entreprise Bimo. Dans cet épisode, on parle de ses débuts aux États-Unis, du fait de lancer une entreprise sans filet en étant seule avec un enfant à charge et de la difficulté de trouver sa place dans un milieu très masculin. On évoque aussi le doute, le management humain et cette impression de devoir sans cesse prouver sa légitimité quand on est une femme. Un échange sincère et inspirant qui rappelle que derrière chaque réussite, il y a des débuts souvent complexes qu'on oublie trop vite une fois le succès installé. Bonne écoute! Hello Mélanie. Bonjour Carole. Bienvenue dans le podcast. Merci de m'avoir invitée. Merci d'avoir répondu positivement. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer ce podcast? Alors, Mélanie Biberian, je suis presque quinquagénaire le mois prochain. C'est le mois prochain ton anniversaire? Ouais. C'est quand? 11 juin. Donc, bientôt quinquat. Et j'ai un parcours un peu atypique. Je suis née à Marseille, j'ai grandi aux États-Unis et je suis revenue j'ai voyagé aussi aux Pays-Bas, j'ai vécu en Asie, j'ai vécu un peu partout et même en Chine. Et mon frère a monté une entreprise il y a 23 ans de cela. Et j'étais en Chine et il m'a dit viens rejoindre l'équipe, on a besoin de quelqu'un pour développer le commerce de la société. Et c'est là que j'ai pris mes affaires et que j'ai rejoint mon frère dans cette aventure d'avoir une entreprise, une start-up dans la technologie informatique à Marseille. C'était un domaine que tu connaissais bien toi déjà, technologie informatique ou pas spécialement? Oui. Parce qu'en fait, quand j'ai fait mes études universitaires à Hawaï, aux États-Unis, et quand j'ai fini l'école, il n'y avait plus de travail. En tout cas, pas à Hawaï, il n'y avait pas vraiment de travail, puisque là-bas, le seul travail qu'il y a, c'est du tourisme. Et pour travailler dans le tourisme à Hawaï, il faut parler japonais couramment, parce que c'est leur principale clientèle. À ce moment-là, mon oncle qui était en Californie m'a dit viens en Californie, il y a plein de boulot, il y a le boom de la Silicon Valley, ils cherchent des gens partout, je suis sûre que tu vas trouver quelque chose. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée directement propulsée dans les sociétés d'informatique. Et ta famille, elle est à la base originaire d'Amérique ou pas du tout? C'est des parcours des deux côtés de ma famille. La sœur de mon père et la sœur de ma mère sont partis pour des raisons différentes, habiter dans la baie de San Francisco. Donc j'ai deux côtés de la famille là-bas. En comparant ton parcours aujourd'hui avec des personnes qui ont moins bougé, tout ça, ça t'a apporté quoi, toute cette expatriation, c'est de connaître ces différentes cultures, ces différents pays? Comme on dit, ça, le voyage ouvre l'esprit. Je pense qu'il y a une anecdote que j'aime bien donner, c'est que nous, on conduit d'un côté de la route, les Anglais, ils conduisent de l'autre côté de la route. Il y a personne qui a raison, en fait. C'est juste une adaptation, on s'adapte. Et donc, les choses, elles sont faites différemment dans d'autres cultures. C'est pas pour autant que c'est bien ou mauvais. Enfin, je pense qu'il n'y a pas d'avis à avoir. Il n'y a pas de valeur là-dessus. C'est juste différent et il y a plein de super idées à prendre chez les autres et qu'on pourrait d'ailleurs importer dans notre pays aujourd'hui. Je pense que c'est un peu plus ouvert à tout. Enfin, tout le monde se rend plus compte de ce qui se passe ailleurs aujourd'hui qu'il y a 20-30 ans, en fait. Ouais. Est-ce que tu as expérimenté ou vu du coup dans ces autres pays, comment tu l'appliques dans ton entreprise aujourd'hui? Tu fais des liens entre tout ça? Beaucoup, parce que j'ai été dans des sociétés américaines, dans la technologie, dans la Silicon Valley. La Silicon Valley, en 98, c'était quand même the place to be. C'était incroyable parce qu'il y avait toutes les boîtes qui allaient à une vitesse extraordinaire. C'était le début de la bulle Internet.
Donc ils embauchaient à tour de bras et ils devaient attirer les talents au maximum. Donc chaque entreprise attirait au maximum en mettant des coffee bars, des salles de sport, on avait des cantines qui étaient faites par Marriott. Enfin, c'était extraordinaire. C'était pour attirer les meilleurs talents et il manquait de talents. Ils étaient obligés de les importer de Chine, d'Inde. Enfin, ils faisaient venir des gens du monde entier parce qu'ils avaient besoin d'ingénieurs dans la vallée. Et c'était incroyable parce qu'en fait, il y avait cette course à qui avait les meilleurs talents. Mmh. Et donc le management à l'américaine, c'était, il y a pas besoin enfin dans la Silicon Valley, ce qui était pas le cas de New York, mais c'était beaucoup plus cool. C'est-à-dire que le patron, il venait en bermuda et en polo. On pouvait venir un peu, bon, en ce qu'ils appellent un peu casual smart, c'est-à-dire un peu comme on voulait. Mais c'est surtout, on bossait 70 heures par semaine. On avait des journées, on mangeait 3 repas par jour sur place. Enfin, c'était fait pour qu'on sorte pas du bureau. Il y avait le lavage de voitures sur le parking. Il y avait, enfin, tout était fait pour ça. Et donc, c'est responsabilise énormément les gens. Et ça, c'est la méthode américaine. C'est, on encourage les gens à bosser, on les paye bien pour qu'ils soient là. Enfin, il y a tout ça. On fait pas des heures, on fait son job, quoi. Donc c'est une autre mentalité, je pense. J'allais dire, est-ce que c'est le début de la QVT, les coffee bars et tout ça? Ou est-ce que c'est plutôt le début de, je t'enferme au bureau et je mets tout en place pour que tu bosses, C'est au ça. final, c'est plutôt, c'est assez contradictoire, quoi. Ben c'est les 2, c'est une prison dorée, en fait. Ouais. Et en fait, il y a beaucoup de choses qu'on doit faire dans une journée, dans une semaine qui prennent du temps et les Américains, ça y est, ils les ont enlevés. Tout est ouvert 24 heures sur 24. Les services, ils sont bien adaptés. Il y avait le pressing sur place. Il y avait tout sur place pour pas qu'on ait de raison de quitter le travail pour aller faire des choses qui font perdre du temps et qui sont pas productives, en fait. Donc, ils avaient optimisé la production. Et l'équilibre pro perso, du coup, dans ce milieu-là, comment tu le trouves? Ben, moi, j'étais jeune et j'avais pas de famille à côté, donc ça allait. On bossait tout le temps et quand on sortait, il y avait tous les gens des autres boîtes d'informatique qui avaient la même vie que nous tous. C'était la norme, quoi. Ouais, tout le monde travaillait chez Microsoft, chez Oracle, chez Google, enfin c'était que des geeks partout. C'était des questions qui se posaient quand même déjà, de se dire, cet équilibre un peu, de sur la vie perso et cetera, ou pas du tout? Non, Ouais, ça se non, tu pensais même pas, quoi? non, mais je pense que j'avais plus d'énergie aussi, hein, et puis moins de perso. Ouais. Non, tout le monde c'est très américain quand même. C'est des gens qui travaillent beaucoup, enfin qui ont moins de congés, mais je pense que leurs journées sont plus équilibrées, en fait. Ah ouais? Mais oui, parce qu'en fait, ils ont moins de tâches quotidiennes. En France, on a énormément c'est le ménage, les courses, la cuisine. Ils cuisinent moins, ils se font plus livrer. Enfin, il y a plein de choses qui sont enlevées de leur quotidien qui fait qu'ils ont quand même plus de temps pour eux, finalement. Ils Parce sont qu'ils ont du service qui fonctionne. mmh, qu'on n'a pas forcément ici, ou que tu retrouves peut-être Bah, moins? maintenant ça s'améliore ici, mais c'est vrai qu'au départ, ce qu'on voit, c'est que, bah, ils travaillent et puis après ils sont libres, quoi. Je pense qu'ils ont moins de contraintes qu'on a ici. Si on a plus de tout est plus compliqué. Ouais. Et du coup, quand ton frère t'a embarqué là dans l'aventure, là, dans sa boîte, tu passé par quoi un peu comme émotion? Est-ce que tu te souviens ce que tu as ressenti à ce moment-là? Ce qui a pu te passer par la tête? Bah, j'avais fait le tour du monde et je me suis retrouvée à Marseille en start-up dans une pépinière d'entreprise avec 0 francs 0 centime, un salaire de RSA. C'était chaud et c'était chaud parce que on avait un beau projet. On n'avait pas de clients évidemment, on n'avait pas de market, on n'avait pas de moyens de faire de la communication, donc je pense que c'est très difficile de monter une entreprise, quand on part de rien, Mmh. et il a fallu tout faire. Ce qui était difficile, c'est de pas valoriser son travail. C'est-à-dire que quand on est payé pour faire de la com ou du market, on a un salaire, ça valorise à peu près le travail qu'on fait. Et quand on n'a pas de salaire, parce qu'on n'a pas les moyens de se sortir des salaires, ça dévalorise énormément le travail qui est fourni, en fait. Et ça, j'ai trouvé ça difficile. Mmh. Combien de temps ça a duré, toute cette période-là de développement? Au moins, 5 ans, hein. Ah ouais. Ouais, c'est 5 ans, 2 ans sans salaire du tout et après un petit salaire pour démarrer. J'étais la première salariée. Puis après, c'est tout est très long. Ensuite, j'ai eu un enfant. Donc c'était encore plus compliqué parce Ouais. qu'avoir un enfant dans une start-up avec pas trop de moyens, c'était
Mais je pense que, je regrette rien parce que c'est des moments difficiles, parce que c'est difficile de jongler un bébé et un travail, Ouais, aussi prenant, et challengeant en même temps, oui, parce qu'on n'a pas de rail, en fait. On ne sait pas exactement ce qu'on doit faire. C'est tout la techno de enfin le développement, on ne sait pas où on va, on ne sait pas comment on doit y aller, et on doit trouver les pistes et en plus, quand on a une entreprise qui démarre, les gens, ils nous prennent pas au sérieux. Donc on a 25 ans, 26 ans, on avait, je sais plus, dans ces eaux-là. Mon frère, il avait 25 ans quand il a lancé la société, donc je vais en avoir, 27-30 et les gens, ils nous prenaient pas au sérieux mmh, parce qu'on est tout petit, on n'a pas de chiffre d'affaires, on n'a pas de clients et en plus on est jeune. rien qu'y aller. Mais donc c'est difficile le plus difficile dans une entreprise, c'est de faire ses preuves parce qu'en fait, la preuve, elle apporte les autres clients. Mmh. Donc c'est le plus difficile, c'est de dire: «Ben, voilà, on a 10 000 € de capital, on a 300 € de chiffre d'affaires, on n'a pas de salariés» et on vendait de la sauvegarde de données informatiques, donc on sécurisait les données des gens, des entreprises, donc qui Hyper vous fassent sensible, quoi. confiance. Et du coup, quand tu as été, nouvellement maman, directrice commerciale à ce moment-là, tu étais? Oui. C'est quoi les qui t'a permis de tenir dans cette période-là, surtout l'équilibre, enfin, je reviens encore à l'équilibre pro perso, mais tenir entre le rythme de maman et tout ce que ça incombe et toutes les responsabilités, de l'entreprise. Qu'est-ce qui, à ce moment-là, était vraiment charnière pour te permettre de tenir et continuer d'avancer? C'était une période difficile parce que j'avais un enfant qui dormait pas beaucoup et j'allaitais, parce que c'était très important pour moi d'allaiter mon enfant. J'ai eu la chance dans tout ça, c'est d'avoir une nounou qui venait à domicile, et je travaillais de la maison parce que j'avais pas de bureau, j'étais à Paris avec le père de mon fils et du coup, elle venait, elle m'aidait avec les tâches ménagères le matin, à s'occuper du petit, je pouvais faire un peu mes emails et tout, mais les déplacements, c'était impossible. J'ai fait un salon informatique avec une nounou dans la chambre d'hôtel et j'allais allaiter mon fils toutes les 2 heures. Mmh. Donc je trouve que c'est contraignant et en même temps, donc c'est un choix difficile, en fait, on est toujours, tiraillés entre s'occuper de son enfant, qui est quand même notre raison de vivre et et quand même répondre à nos obligations de travail. Mmh. Donc je trouve que c'est difficile pour les femmes, en général. Moi, je Ouais. m'inclus dedans, mais je trouve que après j'étais mal accompagnée aussi, ce qui aide en rien, ça complique beaucoup de choses. Donc voilà, donc je me rappelle beaucoup de ce salon où j'étais, À faire les allers-retours, oui, j'ai 1er salon même, j'ai amené il était dans une poussette, je l'avais amené avec moi. Moi, j'ai réussi parce que comme c'était mon entreprise, j'avais aussi cette souplesse de pouvoir, partir quand j'avais besoin de partir, m'occuper de lui, rentrer, faire du télétravail quand il était malade, c'est souvent malade un bébé, enfin c'est compliqué, c'est très compliqué et puis c'est fatigant parce que l'allaitement épuise énormément le corps et donc et en plus je pense que ça fatigue aussi, au niveau de la réflexion parce qu'on est vraiment fatigué. Et l'allaitement, ça vient après une grossesse en plus. Donc en fait, c'est un cumul de tout choses. foufou, quoi. Juste le bébé qui dort pas, en fait, c'est de pire en pire parce qu'on Ouais. cumule la fatigue et donc qu'est-ce qui m'a permis de tenir? Ben, je voulais continuer dans mon métier évidemment parce qu'il fallait bien que je nourrisse mon enfant et puis ça décollait en fait, le business. Donc on est porté après une fois que ça commence à décoller, qu'on a les demandes des clients, que les clients arrivent, bah, forcément, c'est plus facile. Tu t'étais fait accompagner pendant toute cette période d'allaitement pour ajuster, tout ce qui est hygiène de vie, alimentation, ce genre de choses pour, répondre au mieux, à ces nouveaux besoins ou pas spécialement? Non, je pense que c'est très naturel en fait. Ouais. C'était, moi je savais que j'étais faite pour allaiter mon enfant. C'était instinctif en fait. Mmh. Non et le corps il réclame les bonnes choses pendant la grossesse et aussi pendant l'allaitement. Il faut juste écouter son corps. C'est quelque chose que tu arrives facilement à faire ça, écouter ton corps? Non. Que tu as appris à ce moment-là du coup ou qui s'est Oui, accentué à ce moment-là? oui parce que c'était pas pour moi en fait, c'était pour mon enfant donc ouais. Non, non, j'ai écouté mon corps et je l'ai mis en priorité en fait, je pense que toutes les mamans, elles se sacrifient en fait. Ouais. C'est un peu beh, c'est le rôle d'être une maman en fait, c'est de se sacrifier pour son enfant et se sacrifier pour son entreprise. En fait, après, on passe un peu en dernier de tout en fait.
Aujourd'hui, maintenant que l'entreprise, ça roule, tu arrives à te reprioriser un petit peu plus? Ben, je suis obligée, parce que je pense que si on ne prend pas soin de soi, on ne peut pas faire avancer le reste. Hem, je donne beaucoup ce conseil à mes amis sans forcément me l'appliquer tout le temps, mais c'est qu'il faut d'abord mettre le masque à oxygène sur soi avant de Ouais. pouvoir le mettre sur les autres. Donc en fait, tant que nous, on n'est pas capable de tenir debout correctement, on peut pas ni s'occuper des salariés, ni de ses enfants, ni de rien, en fait. Mmh. Donc je pense que c'est primordial, en fait, de s'occuper de soi Mmh. et de s'écouter. Et c'est quoi toi, du coup, ton masque à oxygène aujourd'hui? Ben là, j'ai commencé le sport plus régulièrement. Ouais. Tu sens, un bénéfice sur ta santé mentale, depuis que tu as rattaqué? Un peu plus, souvent? Bah, j'ai l'impression que je prends du temps pour moi, en fait. Parce que j'avais remarqué que le seul temps que je prenais pour moi, c'était quand j'étais au restaurant avec des clients et je me Et dis, du coup et c'est même pas vraiment du temps pour soi? oui, mais c'était le moment où je me posais, où je travaillais pas trop Ouais. et je me suis dit: «Si tu arrives à trouver du temps pour aller au restaurant, tu dois pouvoir trouver du temps pour aller faire du sport». Donc j'ai prioritisé ça depuis 2 mois. J'y vais le matin et je décale mes rendez-vous à l'après-midi, en fait. En fait, j'ai choisi de me mettre des créneaux dans mon planning et ça je l'ai vraiment bloqué, en fait. J'ai une amie qui m'avait dit: «Il faut bloquer son temps pour, faire du sport, sinon on n'y va jamais. Mmh. Donc si c'est pas programmé, on le fera pas» et c'est ce que j'ai fait. Et c'est vrai que c'est bien de le mettre le matin parce que souvent, le soir après ta journée, ça peut être un peu plus compliqué, on est fatigué, on a encaissé toute la journée et cetera, on a plus trop la motivation. Alors qu'au moins, c'est vrai qu'une fois le matin, quand c'est fait, après tu es tranquille, tu peux dérouler le reste de ta journée, quoi. C'est exactement ça, parce que j'avais signé à la salle de sport depuis 3 ans pour aller faire de la Zumba le mercredi soir et quand j'avais une copine qui me traînait là-bas, j'y allais, mais en vrai, de moi-même, aucune envie. C'est épuisant, on est fatigué, on n'a pas envie et puis on se dit: «Ah bon, on serait mieux chez soi» Ouais, et en même temps, faire le sport tard le soir, c'est pas évident parce qu'après on a du mal à s'endormir aussi. oui. Il y a toute la libération d'hormones, tout ça, d'endorphines à ce moment-là qui fait que, si c'est trop proche de l'heure du coucher, effectivement, ça favorise pas du tout un bon sommeil. Non et c'est vrai que le matin, il y a cet avantage en plus, c'est que, on a un sentiment d'une chose faite Mmh. et c'est hyper agréable, en fait. C'est Dire: vrai. «Ah c'est bon, ça c'est fait» et on n'a pas cette épée de Damoclès sur la tête toute la Ouais, journée. de Il faut que dire: je «Faut que fasse j'aille au ça. sport ce soir». Ouais, ouais, à chercher des excuses pour pas y aller. C'est clair. Ouais. Ça ressemble à quoi aujourd'hui une journée dans ta vie? Alors aujourd'hui, j'amène mon fils à l'école et les jours où je vais au sport, donc je vais d'abord au sport, après, je prends mon temps maintenant. Si j'ai pas pris mes affaires pour aller me laver à la salle de sport et ben, je me lave, je rentre chez moi, je me douche chez moi, je me prépare et je vais au bureau et et après je reste tard au bureau. S'il faut, je mange sur place. Quand, je suis allée au sport le matin, je mange sur place. Ouais. Au bureau, j'amène, des salades, et et après je rentre, je fais la cuisine et rien de spécial ou je vais marcher sur la plage quand il fait beau. Mmh. Ça doit faire du bien ça après une journée de boulot, Bah, dès qu'il fait beau, je vais nager en fait le soir et ça c'est magique. Et les jours où je vais pas au sport, je bloque toujours le matin, en temps de réflexion. C'est-à-dire, je veux avoir ce temps pour moi pour arriver à avancer sur les dossiers sur lesquels je suis en train de travailler, sans avoir d'interruption et j'essaye de l'imposer à tout le monde au bureau. C'était une discussion qu'on avait encore hier, parce qu'il y en a qui râlent, qui sont trop interrompus et parce que tout le monde interrompt tout le monde et j'ai mmh. dit: «Arrêtez de mettre des réunions le matin. Il faut que le matin, ce soit un moment de de focus, on est, concentré sur une tâche et il y a une théorie qui dit qu'il faut faire la chose la plus embêtante de la journée en premier. Mmh. Donc ils appellent ça «eat your frog». Donc en français, ça fait «mange ta grenouille». Bon, ça veut rien dire ni dans une langue ni dans l'autre d'ailleurs, mais c'est vraiment commencer par le truc que vous détestez le plus, que vous avez sur votre tête toute la journée. Et donc le matin, j'ai expliqué ce concept à mes équipes. J'avais dit: «C'est quoi ta grenouille du jour?» Alors des fois, ils tiltent parce ils sont pas encore réveillés, mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est de dire: «C'est quoi que tu dois vraiment faire aujourd'hui?» parce qu'on peut faire 50 000 choses dans une journée sans avoir avancé, en fait, sur aucun dossier. On peut être très occupé sans rien faire. Sans être efficace. Ça sert à rien, en fait. Donc ça, j'essaie vraiment de travailler sur cette déjà, ça leur donne un sentiment d'accomplissement qui est hyper important dans le travail. Et après, j'ai des équipes de développement où ils sont passés là en méthode agilité
Et la méthode agilité, pour une équipe de développement, il faut comprendre que des fois, ils ont un logiciel, ça peut prendre 2 ans, 3 ans à développer. Mmh. Donc il y a aucun sentiment de satisfaction pendant 2 ans. Donc c'est Ouais. hyper long. Puis ça peut traîner en longueur puisque finalement entre finir un truc cette semaine ou la semaine prochaine, ça change plus rien sur 2 ans. Donc j'ai trouvé qu'il y avait un peu cette lassitude dans les équipes et une méthode qui est utilisée dans beaucoup d'équipes de développement, c'est cette méthode agile. Donc en fait, ça marche sur ce qu'ils appellent des sprints de 3 semaines. On définit, en amont avec le responsable produit et le responsable du dev, quels sont les morceaux à développer pendant ces 3 Mmh. semaines et ils décident, voilà, il faut développer cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là. Il faut une sorte de liste de tâches et les développeurs, ils piochent dedans pendant 3 semaines pour arriver à faire le maximum de ces tâches qu'on leur a donné à faire. Et ensuite, donc ils évaluent qu'ils sont capables de faire 50 tâches, par exemple, dans les 3 semaines dans l'équipe et ils arrivent à en faire 50, 52 ou 48 et en fait, ils ont un pourcentage de réussite de leur estimation. Mmh. Et du coup, toutes les 3 semaines, ils font une évaluation de ce qui a été fait. Qu'est-ce qu'ils ont gagné par rapport à ce qu'ils avaient prévu? Et c'est hyper motivant pour les équipes parce que d'un coup, ils ont un rythme qui s'instaure dans les équipes et là, ça crée une très, très bonne dynamique dans l'équipe, en fait. Oui, Ce qui parce qu'ils s'aide. doivent avancer aussi, en gros, si ton objectif, c'est l'immeuble, tu Ouais, le divises en étages et tu comptes les marches que tu as montées toutes les 3 semaines, quoi. exactement. Mmh. C'est beaucoup plus motivant pour les équipes Mmh. et ça permet de rediriger aussi la ligne, de où on va Ouais. plus facilement. Donc là, on a un bon retour, ça fait 6 mois qu'on fait ça et les équipes, ils sont contentes parce qu'ils se sentent avancer, en fait. Et juste à la fin, des fois, ils mettent un petit coup de fouet parce qu'ils savent que, bon, ben là, alors qu'avant, ils auraient pas fait parce qu'il y avait Oui, cette tu dans le distance qui train, était quoi. trop loin. Ouais. Et donc ça, c'est très chouette. Donc ça, c'est une des méthodes de management pour l'équipe de dev qu'on a. Et après, dans les autres équipes, c'est des supports techniques. Supports techniques c'est ce que j'appelle les bons pères de famille chez moi. C'est-à-dire qu'ils vont résoudre tous les problèmes qu'on leur donne. Ah, c'est bien ça. Ah ouais, 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 c'est des C'est c'est des pratique d'avoir c'est des ça, MacGyver, slash monks. Ils s'appellent les monks parce qu'ils sont très ils sont très particuliers. Ils sont très minutieux, en fait et ça, c'est une grande force qu'ils ont et qui fait la force de la société. C'est qu'on a un support où les gens, ils répondent au téléphone et donc c'est une autre équipe qui a pas du tout la même, c'est pas les mêmes. On a une équipe, ils sont vraiment assidus aussi, pour répondre rapidement et rendre service. Voilà, ça Mmh. c'est l'équipe qui rend vraiment service. Mmh. Parce que du coup, aujourd'hui, tu es présidente de la société. Avant, tu as commencé en tant que directrice commerciale. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand tu as dû passer de l'un à l'autre? Parce que c'est quand même un gros changement et plus de responsabilités et cetera. Est-ce que tu te souviens un peu l'état d'esprit dans lequel, ce passage, t'a mis? Oui, parce qu'à la base, mon frère, donc c'est mon frère qui a monté la société on fait de la sauvegarde des données informatiques et moi je m'occupais de tout ce qui était, marketing, communication, commerce et de monter une équipe de commerciaux et mon frère, il a voulu prendre sa retraite parce que ça faisait 20 ans qu'il faisait ça tout le temps, jour et nuit, de développer et donc il m'a dit: «Ben, qu'est-ce que tu en penses, de prendre la tête de l'entreprise?» J'ai réfléchi parce que jusque-là, j'avais pas de responsabilité plus que rentrer du chiffre d'affaires. J'avais pas la responsabilité des ressources humaines, j'avais pas la responsabilité des finances de l'entreprise. En fait, je savais même pas comment ça fonctionnait. Heu et donc on a rencontré des investisseurs et on n'avait pas un discours au début, on savait pas trop ce qu'on leur disait, en fait. Mon frère, il disait: «Voilà, la boîte, elle fait ci, elle fait ça», et bon, ça prenait pas spécialement. Et j'ai travaillé avec un coach parce qu'en fait, c'est vrai que, je me sentais pas complètement à l'aise tout de suite. Je savais que j'étais capable de le faire, mais j'avais besoin d'être accompagnée, et donc j'ai un coach qui s'appelle Claude et lui, il m'a mise en confiance. Il m'a dit que j'étais capable de faire ce qu'il y avait à faire, que ma force, c'était de résoudre des problèmes. Il me dit: «Toi, tu es forte pour résoudre des problèmes». En fait, si sur un tableau Excel, tu t'ennuies, tu tombes par terre, tu pleures d'ennui, Ouais. mais tu es capable de solutionner les problèmes et en fait, c'est ce qu'on te demande de faire. Donc j'ai rencontré des nouveaux investisseurs et cette fois-ci, c'est moi qui ai parlé et qui ai présenté le projet
Et j'aurais dit: «Par contre, moi, les tableaux Excel, reporting, je sais pas faire». Ah, ils ont dit: «Oh, si c'est que ça, on t'embauche quelqu'un pour faire le reporting». Parce que c'est pas du tout les mêmes, personnalités et c'est pas le même rendu. Moi, ils attendaient de moi que je développe la société et que Oui, pas que que je tu fasse remplisses des tableaux, avancer. quoi. Voilà, pas de remplir des tableaux. Donc on s'est bien entendu là-dessus et du coup, on a rentré, 2 investisseurs et là, j'ai pris la présidence de la société. Ce que j'ai remarqué qui était intéressant en devenant présidente de la société, c'est que d'un coup, j'ai eu beaucoup plus j'étais beaucoup plus respectée. Ah oui, tu as vu le gap, le regard changer sur toi? Complètement. Parce que tu avais quand même déjà un poste à responsabilité avant, Oui, mais j'étais pas la patronne. ah, là, tu es devenue la boss. Ouais et en fait, ça a changé beaucoup de choses parce que vis-à-vis des personnes extérieures, hein, je parle pas au sein de l'entreprise, je parle Ouais. vis-à-vis des gens de l'extérieur. En fait, ils savent qu'il y a personne d'autre qui va décider mieux que moi. C'est-à-dire que Mmh. le dernier mot, finalement, il me vient à moi et donc ça évite beaucoup de discussions, en fait. Ils essayent moins de négocier parce qu'ils savent qu'ils parlent avec moi et finalement, ben, ça va s'arrêter là, la discussion. Mmh. Donc je trouve ça très, très sympa. Tu as eu alors que ce soit en tant que présidente ou directrice commerciale, un peu des personnes qui t'ont pris de haut, qui t'ont un peu, fait sentir, pas forcément hyper, confiante ou quoi, surtout dans le milieu informatique en tant que femme? Beh, comme je disais, plus jeune, on n'est pas pris au sérieux. Comme femme, on n'est pas souvent prise au sérieux. Après, c'est vrai que c'est un métier d'homme. La plupart des directeurs techniques DSI, ce sont toujours des hommes, pratiquement. J'en Mmh. connais quelques-unes à Paris qui sont des DSI de choc. Mais effectivement, c'est un métier masculin, donc quand naturellement, sur un salon informatique, ils vont penser que je fais la communication, que j'ai fait le kakémono. Ce que Mmh. j'ai souvent aussi fait aussi, hein, mais mais c'était pas que ça. Ouais. Donc à chaque fois, je trouve qu'on est obligé de se prouver et ce que je remarque chez les femmes, enfin, ce que j'ai vu dans ma carrière, c'est que les femmes, on est obligé de prouver, encore plus ce qu'on est capable de faire. Mmh. L'homme, il va dire une fois la chose, la femme est obligée de prouver qu'elle est capable et qu'elle sait de quoi elle parle. Mmh. Est-ce que tu penses que ça, c'est une force au final? Parce que du coup, tu gagnes quand même en compétences et en technique peut-être beaucoup plus, rapidement parce que la nécessité oblige, par rapport aux hommes ou c'est vraiment un frein, Bah, c'est comme tout, hein, ce qui tue pas rend plus fort, mais bon, ouais, à ça quel fait prix quoi? ça fait mal quand même. Ça après c'est mieux, mais pendant que ça se passe, c'est pas terrible parce que c'est difficile d'être crédible, de oui, ça et puis de toute façon, je pense que, moi j'ai souvent douté de mes capacités. Enfin, je pense que, parce qu'on parle du syndrome de l'imposteur, je pense qu'on peut l'avoir, facilement en fait. On se dit: «Ben» puis là, ça fait 3 ans que ça tourne, je me dis: «Oh finalement ça va en fait, ça tient». Je gère. Je dois ça doit bien gérer d'une certaine façon. Après, je suis beaucoup accompagnée, je suis bien entourée aussi, c'est ça qui est important, c'est d'avoir les bonnes personnes, Ouais, autour à de tes soi. côtés. Mmh. Je pense que le plus important, c'est de bien s'entourer, en fait. Mmh. Tu es toujours accompagnée aujourd'hui par ton coach? Quand j'ai besoin, oui. Ouais. Oui, oui. Bah et après, quand, je commence à perdre l'équilibre, je me rappelle de ce qu'il m'a expliqué, donc je remets en pratique, ce qu'on avait travaillé. On a travaillé sur de la cohérence cardiaque, sur des méthodes d'organisation. Et il fait aussi, sur la partie ressources humaines, donc sur le management des équipes, Mmh. et j'ai travaillé avec plusieurs coachs sur ça aussi. J'ai travaillé aussi avec, Marc, un autre coach, sur le management des équipes, par les couleurs. Le management par les couleurs, Je vous connais pas connaissez? du tout. En fait, on estime qu'il y a 4 codes couleurs sur les personnes et les rouges, c'est les dirigeants, Mmh. les bleus, c'est les gens qui sont très méticuleux, qui ne peuvent faire des tableaux Excel toute la journée. Les verts, c'est des gens calmes. Et les jeunes, c'est les gens qui sont très solaires, qui vont faire, commerciaux au théâtre, enfin et donc on est tous à peu près on a tous des couleurs, mais à des niveaux différents et en apprenant, à déjà comprendre comment nous on est. Mmh. Moi, par exemple, je suis jaune et vert et maintenant j'ai du rouge que j'avais pas avant. Ah oui, tu as développé du Ouais, coup, j'ai développé du rouge depuis, j'ai refait le test justement et c'est intéressant et
Et les développeurs, ils doivent être, plutôt verts et bleus. Enfin, on sait selon les postes, en fait, le type de couleur qu'on attend d'une personne. Et Mmh. après, on peut leur faire passer des tests, à l'embauche si on hésite pour être sûr qu'ils rentrent Ouais. dans les cases des couleurs. C'est la méthode et ça peut s'appliquer et après on a appris à communiquer avec les gens de différentes couleurs. Ah oui. C'est-à-dire qu'on peut pas arriver dans le bureau d'un bleu-vert, qui est quelqu'un de calme et structuré, en lui disant: «J'ai besoin de ça tout de suite». En fait, ils peuvent pas, ça fonctionne pas vraiment pour eux. Donc c'est apprendre à gérer comment la personne, elle va recevoir l'information et mieux organiser le travail en fonction du type de personne Oui, tu et t'adaptes des à la couleurs personne, qu'ils en ont. fait. Il faut arriver à faire ça, oui. Mmh. Donc il y a plein de choses à apprendre sur ça. C'est très intéressant. Ouais. Et qu'est-ce que tu as appris sur toi, du coup, depuis ces 3 dernières années, en étant dirigeante? Beaucoup de choses, je pense, j'ai appris que ça me plaisait, que, qu'il y avait beaucoup d'humain dans ce que je faisais. En fait, une grosse partie de ce que je fais, c'est de la ressource humaine et je pense que c'est le cœur du métier de toute façon, c'est les humains, qu'on a autour de soi. Hier, j'ai fait une réunion mensuelle avec toutes mes équipes et j'aime bien leur redonner les valeurs de l'entreprise. Je dis: «Le but, c'est quand même qu'on prenne plaisir dans ce qu'on fait, l'honnêteté au travail et l'accompagnement des uns des autres». Je pense qu'il faut être dans un environnement de travail où on a envie vraiment d'être, Mmh. de venir travailler. Quand j'étais avec mon frère, on se prenait un peu plus le chou, mais pas vraiment parce qu'on était vraiment opposés. Du coup, on se complétait bien. Mmh. Donc le départ de mon frère a été un peu il est vraiment parti que l'année dernière, en fait, hein, parce il a passé Douceur. la main en douceur et donc j'ai appris, à voler de mes propres ailes et à comprendre par moi-même, en fait, à prendre des décisions, et à poser les bonnes questions aux bonnes personnes autour de moi pour m'aider, en fait. Mmh. J'ai l'impression que je fais tourner les assiettes, en fait, toute la journée. Je suis les chefs d'orchestre. Mais après, tant qu'on a des gens bien autour de soi, c'est Ça ça qui est marche bien. important. Ouais. Oui et par contre, ce que j'ai appris, c'est que les gens pas bien, il faut les sortir très, très vite Mmh. parce qu'ils peuvent, intoxiquer le reste des équipes, en fait. Souvent, c'est vrai que toute la partie RH humaine, c'est quelque chose qui fait assez peur, quand on commence à avoir des salariés et tout. On se dit: «Ouh là, comment, toi, ça, tu l'as abordé et tu as évolué, par rapport à ça, ce positionnement?» Mais je me rappelle un des premiers licenciements qu'on a dû faire avec mon frère, hein, je crois qu'on n'a pas dormi pendant une semaine, en fait. Ouais. C'était très, très lourd. On savait que la personne ne correspondait pas au poste. On a des postes de channel manager, c'est les commerciaux slash chefs de projet qui s'occupent des revendeurs. Donc on vend à des revendeurs informatiques et donc c'est un poste qui est complexe parce qu'il faut s'adresser à un chef d'entreprise, comprendre l'IT, comprendre les méthodes de vente des différents revendeurs, parler de prix, de technique, enfin il faut s'adresser aux commerciaux, aux techniques et aux chefs d'entreprise et aux clients finaux souvent. Donc ça fait beaucoup d'éléments et donc on a eu du mal à recruter sur ces postes-là et donc quand on avait des mauvais éléments, on était obligé de s'en séparer assez rapidement parce qu'on le voit vite enfin Mmh. vite, non pas forcément, mais puis on a eu des gens en arrêt maladie pendant 6 mois, 1 an, en période d'essai, donc en fait on peut rien faire. On s'est retrouvés, on a appris plein de cas de figure. Alors on était accompagnés par des DRH et des avocats, enfin mais au début, on ne sait pas trop où on met les pieds parce qu'on nous dit: «Il faut donner le papier de mise à pied tel jour, 15 jours après, il faut faire ça, faut envoyer à recommander tel jour». Donc c'est très procédurier et quelque part, on a un peu peur aussi de se tromper dans la procédure parce que, quelque part, on se trompe d'un jour, ça peut être vu dans un conseil de prud'homme. Ouais. C'est un peu les peurs qu'on nous met beaucoup dessus, donc c'est stressant et je pense que les cabinets de RH sont très pointueux là-dessus et je pense qu'ils stressent un peu trop aussi des fois. C'est parce qu'une fois qu'on commence à comprendre les procédures, c'est un peu moins pire. Hem et puis c'est comme tout, une fois qu'on l'a fait plusieurs fois, Ouais, tu es rodée, quoi. j'ai appris qu'en fait, si la personne, elle faisait pas son métier, son travail, parce qu'en fait, tous les gens qu'on a recrutés, c'était finalement pour faire le boulot qu'on avait nous, qu'on a décuplé, en fait. Donc si l'autre fait pas son travail, c'est moi qui vais le faire à sa place. Donc j'ai commencé à dire: «Bah, si c'est pas eux, c'est moi qui le fais». Mmh. Donc finalement, il faut que je me mette moi en avant et je vois pas pourquoi je vais les nourrir Ouais. alors qu'ils m'aident pas, en fait. Parce que le but d'une entreprise, quand même, c'est de collaborer pour faire avancer le business. Je suis pas là pour nourrir des gens pour nourrir des gens, hein. Je Mmh. nourris des gens qui s'impliquent et qui participent à ce que leur entreprise, elle aille bien, quoi. Mmh.
Quand tu as commencé, tes études, tu avais une idée de ce que tu voulais faire plus tard, précise ou pas? J'ai vu le film, Working Girl avec Mélanie Griffith quand j'étais jeune, c'est les années 80, je sais pas quoi et en fait, elle travaille à Wall Street et elle est en tailleur et dans des grands bâtiments et j'ai dit: «Oh, c'est ça que je veux faire. Je veux faire Working Girl». J'aurais dû prendre autre chose parce qu'au final, j'ai fait que travailler. J'ai réussi ce que je voulais. T'as des regrets aujourd'hui sur ton parcours ou des choses que tu ferais différemment? Beh, j'aurais pu rester aux États-Unis quand, j'étais dans la Silicon Valley parce que, il y avait du travail, de partout et je pense qu'il y avait des belles opportunités, mais j'avais pas de permis de travail et le seul moyen à cette époque-là d'avoir un permis de travail, c'était soit d'être ingénieur parce qu'ils avaient besoin d'ingénieurs et du coup, ils avaient des visas pour les ingénieurs, mais ils avaient pas de visa pour des gens comme moi qui étaient dans le commerce. Ils avaient suffisamment de main-d'œuvre, sur place s'ils voulaient. Mmh. Donc ils pouvaient pas justifier un visa. Donc le seul moyen de rester, c'était de me marier pour les papiers. Mon père, il m'a dit: «No way, tu ne marieras jamais pour les papiers, c'est mort». Et des fois, je lui en veux. Ah merde! Mais j'ai mes copines qui sont toujours là-bas et finalement leur vie, elle est pas forcément meilleure là-bas non plus. Donc je me dis: «Je sais pas». C'est un truc et il y a une autre chose qui du dans le même, sujet, c'était à ce moment-là, quand j'ai fait mes premiers entretiens d'embauche dans une boîte qui s'appelle Cisco Systems, qui est un des leaders du marché du réseau informatique et j'avais un p ils cherchaient à former des gens qui sortaient d'écoles de commerce pour les former à la technique, pour avoir des vrais ingénieurs avant-vente sur place. Parce qu'ils avaient pas assez de personnes qui étaient, qualifiées, en fait. Et donc là, c'était un poste que en fait, j'étais payée gracieusement j'aurais pu être payée gracieusement pour faire une formation technique. Mmh. Et j'ai pas compris l'enjeu de l'entretien et je pense que j'ai foiré l'entretien. Alors peut-être que j'aurais pas eu du tout, hein, mais ça, c'est un vrai regret parce que je pense que ça aurait été un super bagage, en fait. Mmh. Du coup, tu as une vie quand même qui a été très mobile et aujourd'hui qui est un peu plus, sédentaire presque, j'ai envie de dire. Comment tu le vis ce changement? J'ai du mal des fois. Je sais là, je viens d'acheter une maison, donc je suis encore plus ankylosée. Donc je sais pas, aujourd'hui, c'est un peu compliqué pour moi. Je me dis: «Je suis bien parce que j'ai un pied-à-terre au bord de la mer, donc je vais pas me plaindre. Franchement, c'est super agréable» Ouais. et justement, j'essaye d'équilibrer ma vie, pro perso, justement, pour qu'elle soit au mieux. J'ai 10 minutes pour aller au travail. Je peux faire du télétravail si j'en ai envie. Donc en fait, je pense que je suis bien là. Ouais. Parce que je peux quand même voyager, au Ouais. final. C'est un bon pied-à-terre. Mmh. En tant que chef d'entreprise, on est souvent, un peu solo. Comment tu sors toi de cette solitude? Tu as trouvé des solutions, des choses qui t'aidaient pour par rapport à ça? J'ai un club de femmes chefs d'entreprise, les FCE Héros, qui est un club national et là, on se retrouve entre femmes chefs d'entreprise une fois par mois et c'est très sympa parce que ça fait un échange, un peu pour, moi je râle beaucoup mais c'est surtout ça. Je trouve ça très sympa de rencontrer d'autres femmes qui ont à peu près les mêmes journées, qui courent partout, c'est que des Wonder Woman. C'est impressionnant, en fait et donc on se sent moins seul, en fait, Mmh. quand on se retrouve avec, d'autres personnes, qui ont à peu près les mêmes, enjeux, les mêmes vies. Il y en a qui ont encore pire. Il y en a qui ont plus d'enfants et plus de voyages. Après, j'ai rencontré beaucoup de mamans dans les écoles aussi, hein. C'est des super copines, hein, qu'on se Ouais. fait, au travers des écoles parce que, on a des enfants qui ont à peu près les mêmes enjeux donc on partage beaucoup aussi, sans en dehors du travail, en fait Mmh. et je peux toujours, appeler mon frère si j'ai besoin de de poser une question. Ça, c'est bien de Oui. l'avoir, C'est sympa. Après j'ai des associés maintenant donc ça me structure, ça me permet de déjà je rends des comptes toutes les 3 mois pardon. Alors, je dis rendre des comptes, je leur fais un petit, topo de ce qui s'est passé, mais j'ai quelqu'un qui quand même leur envoie les tableaux tous les mois pour leur dire ce qui ouais. s'est réellement passé. Et ça permet de garder un cap. Ils sont là pour m'accompagner aussi parce que, si on veut racheter une société, c'est eux qui vont quand même étudier les bilans. Donc il y a quand même cet accompagnement. Je suis bien entourée, en Mmh. fait, et là, je trouve les forces chez les gens avec leurs compétences Ouais. et vraiment, j'ai l'impression que mon rôle, c'est juste de faire tourner tout le monde autour.
de faire que ça avance. Tu les relis. Je suis le oui, je relie les gens, je fais le rouage, je mets l'huile dans les rouages. Souvent quand il y a le succès, il peut y avoir aussi la jalousie qui va avec. Est-ce que ça, c'est quelque chose auquel tu es confrontée? Ouais, j'ai des petites anecdotes comme ça, parce qu'au début, quand on a commencé la société, j'avais des amis qui me disaient: «Mais tu travailles pour 0 francs, 0 centime, pourquoi tu fais ça?» Et je dis: «Bah, je sais pas, un jour peut-être on aura quelque chose», et puis j'arrivais pas trop à me projeter non plus. C'est difficile de se projeter, enfin, moi j'avais dit en rigolant: «On sera un jour sur les maillots de foot de l'OM», enfin bon, en sponsor, hein, donc voilà, je sais pas où je me vois dans 5 ans, c'est une question que je suis incapable de répondre. Maintenant, hem, donc après, quand je me retrouve avec une belle voiture allemande, on me dit: «Ah, mais tu as la belle voiture et tout». Je dis: «Bah, ouais, mais il y a 20 ans, vous m'avez dit, pourquoi tu travailles pour rien, quoi?» Mmh. Donc je pense que les gens, ils se rendent pas compte du travail qui est fourni pour arriver là où on est, Ouais. et c'est toujours on voit toujours que le haut de l'iceberg, on voit pas tout ce qu'il y a en dessous et tout le travail qui a été fourni. Quand j'ai des commerciaux qui me disent: «Oui, mais j'ai pas signé cette affaire, nin je dis: «Mais il y a le nombre de salons et de rendez-vous que j'ai fait qui ont servi à rien». Mmh. Des fois, j'ai même pas envie d'y penser, ça me déprime, en Tu fait. m'étonnes. Parce que j'ai fait plein de trajets, plein de voyages, plein de rendez-vous, et certainement, il y en a plein qui ont servi à rien du tout, mais c'est comme ça, hein, sinon ce serait, trop facile, en fait. Ouais. C'est vrai que dans l'entrepreneuriat, on est souvent à un moment ou à un autre confronté à l'échec. Comment tu l'as vécu toi, ça? J'étais convaincue de ce que je faisais. J'ai analysé ce qu'on pouvait faire de mieux et je me remets tout le temps en question, en fait. Ouais. Je doute tout le temps. Je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais je doute tout le temps de ce que je fais, et parfois, il y a des choses, je suis sûre de moi. C'est pas souvent, et donc quand les gens, ils viennent questionner ça, ça m'énerve parce que je sais pourquoi on en est là. Je sais toutes les démarches qu'on a fait pour arriver à cette décision-là. Toi, tu as toute la vision, Oui, j'ai toute la vision, j'ai 20 ans d'expérience sur ce domaine, et donc des fois, je suis obligée un peu de me battre pour dire: «Non, on va pas faire ça, on l'a déjà fait, on a déjà essayé, c'est mort, ça sert à rien». Donc j'arrive à m'affirmer parce que je dis: «Non, c'est bon, on a déjà fait», ouais. et donc j'arrive mieux à savoir ce qui a fonctionné, ce qui a pas fonctionné, puisqu'on a je pense avoir quand même, ratissé beaucoup de sujets et beaucoup de choses qu'on pouvait faire ou pas faire. Mmh. C'est vrai que souvent, enfin moi-même, je le vois dans mon début de parcours, ça fait on entend souvent dans l'entrepreneuriat, tu sais, test and learn, mais bon, ça fait un peu peur des fois de tester, d'y aller et de quand on n'est pas sûr du résultat, toi, c'est quoi ton rapport par rapport à ça ou tes conseils? Moi, je dis qu'il faut tester, il faut y Ouais. aller. En fait, faut calculer le risque, mais on a essayé l'Allemagne, par exemple, d'aller sur le marché allemand. On a mis 2 ans à recruter un commercial allemand. C'est très compliqué. On est arrivé sur un marché, il fallait qu'on traduise tout en allemand, Mmh. et puis arrivé sur le marché allemand, ils me disent: «Mais vous êtes qui? Vous vendez à qui? Vous avez des clients en Allemagne?» On n'en avait pas. Donc c'est là, ça a été, je trouve qu'on s'est beaucoup épuisé pour, un résultat, quasi nul. On a un revendeur en Allemagne, bon, qui est fidèle, hein, mais ça a été compliqué. Là, mon dernier truc, c'est d'aller sur l'Afrique. Ça fait 2 ans que je dis qu'il faut qu'on aille sur 3 ans même, qu'on aille sur l'Afrique. Donc ça fait partie des développements que j'ai envie de faire. Hem Je suis allée l'année dernière à un gros salon africain, à Marrakech, sur le marché informatique, et j'ai été espantée. Vraiment, c'est incroyable ce qui se passe en Afrique. Il y a un business, c'est effervescent, c'est extraordinaire, et ce qui m'a choqué le plus, c'est qu'il y avait au moins 40 de femmes sur un salon informatique. Mmh. Et alors là, je veux dire, tous les a priori que les gens, ils ont ici sur les pays arabes et les pays africains, je pense qu'ils peuvent aller se rhabiller parce que c'est incroyable. Et j'ai parlé justement avec des chefs d'entreprise, ils m'ont dit: «Il y a 40 de femmes dans les écoles d'informatique au Maroc». Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire de voir cette effervescence sur un continent qu'on a laissé un peu à l'abandon, je pense. Enfin bon, après on peut penser ce qu'on veut, mais il y a un business qui est en train de se faire parce que c'est des pays qui sont émergents, donc ils ont besoin d'infrastructures informatiques, ils ont besoin d'ordinateurs, ils ont besoin de tout, en fait. Ouais. Donc il y a plein de choses à faire là-bas, et on sent une énergie qui est hyper positive parce qu'ils vont ils sont dans l'ascension, en fait, et il y a tout à faire, et les salons, ils sont incroyables. Donc j'ai mis une équipe dessus, j'ai dit: «On y va». Et là, on est en train de négocier avec des partenaires. Ça marche, ça marche pas, bon, on verra bien, mais je pense qu'au moins on aura tenté.
Mmh. Donc là, on est sur le point de signer quelqu'un. On a beaucoup de gens qui sont intéressés. Après, il faut savoir comment on va envoyer les produits là-bas, après les douanes. Bon, après, c'est beaucoup de petites choses qui sont compliquées. Mais je me dis: «Si on tente rien, on n'a rien». Mmh. Après, qu'est-ce que ça va rapporter? J'en sais rien. Est-ce que ça va nous coûter plus que ça nous rapporte? Je ne sais pas le dire et je pense qu'on peut pas trop je pense qu'il faut y aller un peu plus, au grosso modo parce qu'en fait, on sait pas. On sait on peut pas faire des calculs sur Excel pour savoir la rentabilité d'un Ouais. truc. Je pense qu'il faut se jeter un peu à l'eau et même si c'est un peu flou, c'est pas grave. J'allais te demander, c'est quoi, pour toi la place de l'intuition dans tout ça? Je pense que c'est pas vraiment l'intuition, c'est quand même un cumul d'expériences qui fait qu'on arrive à ce genre C'est de plus l'expérience que l'intuition qui. oui, parce que l'expérience, on connecte des idées et au final, on arrive à se faire une idée de pourquoi ça pourrait marcher, pourquoi ça pourrait pas marcher. Mmh. Donc je pense que c'est un cumul d'informations qui fait qu'on a cette intuition. Il y a eu des moments dans ces ça fait combien? 20 ans maintenant que l'entreprise, est lancée? 23 ans. 23 ans? Mmh. Dans ces 23 ans, un moment où vraiment tu t'es dit: «Non mais là, c'est foutu, on arrête tout», vraiment vous êtes retrouvés un peu au fond du seau? Au tout début, oui. Ouais, Tous les ans, on disait on allait mettre la clé sous la porte. ouais. À Noël, on arrête, c'est bon, ça sert à rien. Bah, c'est difficile d'être motivé quand on gagne pas d'argent, Ouais. hein, c'est très, très difficile. Puis c'est difficile de travailler tous les jours en ayant, enfin rien quoi. Nous on avait acheté une machine à café parce qu'on ne pouvait pas se payer les cafés au distributeur de l'hôtel technologique dans lequel on était, donc on allait acheter notre café chez ED, on arrivait à peu près on avait même pas de sucre je crois, mais enfin donc on a eu les périodes très difficiles et d'ailleurs c'est ces périodes-là qui font que tu apprécies d'autant plus, quand tu t'en sors mieux quoi Mmh. et on a toujours fait attention quand même à nos dépenses parce qu'on sait à quel point c'est difficile de le gagner. Ouais, c'est pas tous les jours facile, mais aujourd'hui on est bien et donc c'est vraiment agréable en fait. Parce que j'ai l'impression d'avoir fait une ascension de l'Everest, avec un gamin sur le dos. Là, il va avoir 18 ans, il passe son bac aujourd'hui, donc ça fait 2 énormes challenges en même temps. Donc je Ouais. pense que là, à 50 ans, c'est je pense que je vais enfin pouvoir profiter un peu un peu plus. Dans une de tes interviews, tu parlais, du coaching et que c'est quelque chose que peut-être tu aimerais bien, faire même toi à titre professionnel, accompagner et cetera. Tu as peaufiné un peu ce projet, cette idée, tu en es où, par rapport à ça? Bah, j'ai compris que pour l'instant, j'étais à mon poste, donc je suis à ma place. Ouais. Donc c'est moins un sujet et ce que je disais à Claude, donc mon coach, je lui disais, «J'attends d'avoir tout réussi pour pouvoir, être coach». Il me dit: «Tu es pas obligé de savoir tout faire pour être coach, en fait. Tu as pas besoin d'avoir tout prouvé pour Mmh. montrer l'exemple». Mais moi, je trouve qu'on mène avec l'exemple. Je Ouais. pense que c'est hyper important comme enseignement ou de montrer l'exemple, c'est très important. Je pense que c'est là qu'on motive les gens à faire comme, même pour les enfants, hein. Mon fils, il me voyait fumer, il prenait un crayon, il me mettait dans la bouche, c'est dégueulasse Ouais. et après on comprend on influence énormément nos enfants et nos salariés, donc par notre comportement et je pense que c'est très important de montrer l'exemple. Mmh. Mais au risque de se de se faire violent. Je trouve qu'on a beaucoup de contraintes, hein, mais moi je m'en mets beaucoup et des fois j'arrive pas enfin ça me contrarie d'en avoir autant, en fait et je sais pas sur quoi. Je trouve que j'ai 50 assiettes en l'air et que je sais pas sur quoi j'ai le droit de lâcher, en fait. Mmh. Par rapport à quel sujet? Tout, ma santé, le travail, les obligations d'une chef d'entreprise, il faut que je fasse la paye tous les mois, il faut qu'il y ait des sous dans le compte en banque, enfin bon ça c'est une chose. Mais, après je peux pas lâcher mon gamin non plus, mais, des fois c'est au détriment de ma santé parce que je dors pas assez ou je mange mal ou je fais pas assez de sport et tout ça, ça fait qu'en fait on a le droit de lâcher sur rien finalement Mmh. et on doit maintenir tout en équilibre, tout le temps. C'est vrai que par rapport à la santé, on en parlait un petit peu la dernière fois sur cette injonction de faire toujours mieux, toujours plus et cetera et c'est vrai que ça, c'est intéressant, je trouve, de conscientiser qu'on vend beaucoup, je trouve, la santé et le bien-être, on parle beaucoup d'équilibre, sous couvert de perfection. Et ça, c'est une injonction qui pèse quand même et qui est très culpabilisante et qui rajoute beaucoup de charge mentale. Et je trouve que c'est intéressant. Moi, ce que j'aime bien, maintenant proposer à mes clientes, c'est, en gros parce que l'hygiène de vie concrètement, ça fait une vague quoi, ça fait jamais quelque chose
chose de lisse et montant, ça existe pas et c'est de se demander quand on est un peu au creux de la vague, quelles sont les habitudes qui v réellement me font du bien et me permettent de tenir dans ces moments-là? Tu vois? De garder en fait et d'identifier surtout l'essentiel qui nous aide et qui nous soutient et qui permet d'avancer sans se rajouter «Je dois méditer tous les matins, je dois faire mon sport tous les jours, je dois me coucher à 10 heures tous les soirs». Vraiment identifier et garder l'essentiel. Je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant à faire et qu'on fait pas forcément parce qu'on pense toujours que, en faisant plus, on se sentira mieux. Alors que des fois, au contraire, faire moins, et se lâcher la grappe, c'est de ça dont on a besoin à ce moment-là, quoi. C'est vrai. Moi, je me fais des journées de confinement maintenant. C'est récent, en fait. Si je fais une journée, je sais que personne ne va venir chez moi et je vais aller nulle part. C'est quoi journée de confinement et je trouve ça hyper reposant parce qu'en fait, souvent, on doit tenir sa maison quand même pour, si du monde passe, Ouais. même soi, être, disposé à recevoir et en fait, je trouve qu'une journée où on va nulle part et on a vraiment une journée carte blanche, ça me fait vachement de bien, en fait. Ça, je le mets en place. Je prends un bouquin, je regarde des séries, je fais rien ou je vais faire du linge, faire d'autres choses. Mais en fait, je suis pas obligée de décider, en fait et ça, Mmh. je pense que c'est hyper important d'avoir une journée blanche dans la semaine, pas forcément en confinement, hein, mais une journée où on n'a rien de programmé ou d'obligation parce qu'on a trop de choses et on a attendu à droite, à gauche, c'est trop, en fait. Donc c'est vrai que dans mon temps libre, ça, je me l'octroie énormément et j'accepte le fait que je fasse rien dans une journée Ça et c'est trop des fois. En fait, j'en fais tellement la semaine qu'après j'arrive plus à rien faire le week-end. Ça t'arrive à t'en faire, toutes les semaines, tes journées confinement? Non, pas toutes les semaines, mais j'essaye, hein. Assez Ou des régulièrement quand journées même, blanches quoi? où vraiment il y a Ouais. rien dans mon planning. Je planifie beaucoup de choses, mais je mets beaucoup de choses dans la semaine, en fait. J'arrive à jongler beaucoup de choses parce qu'en fait, le week-end, j'ai plus envie d'avoir des obligations. Mmh. Donc je m'en enlève au maximum le week-end. Mmh. Donc je sais pas si c'est une bonne un bon équilibre parce que je cours Parce pendant que 5 jours et pendant 2 jours, j'ai plus rien. après, faut que ça fonctionne pour toi, hein, c'est ça le Ben j'arrive parce que je me dis: «Ah, tant que je suis au bureau, je suis à côté du magasin, je suis à côté de là» et en fait, je combine à peu près, toutes sortes de combinaisons de trajets et de choses à faire en même temps. Je fais faire les courses à mon fils sur le drive, sur le téléphone pendant que je l'amène à l'école, que je vais récupérer en sortant c'est de l'école. optimisé, quoi. Mais je trouve qu'on a des outils pour s'organiser, pour s'optimiser, donc c'est bien aussi. Et donc je m'octroie les journées blanches, ce qui me fait du bien et c'est ça que j'ai travaillé avec mon coach aussi. Donc il m'a fait faire les 10 000 pas là, donc ça c'est bien. Il m'a fait faire les levées de soleil aussi. Alors comme j'habite au bord de la mer, c'est fabuleux. C'est quoi les levées de soleil? Ben c'est d'aller voir, Ah le oui, soleil qui se lève mmh. et alors là, c'est posture de Wonder Woman devant le lever de soleil. Ça donne une énergie incroyable. Donc après, il faut avoir les horaires qui vont avec les levées de soleil, mais là, je le ferai dès que mon fils, il a plus l'école à conduire et il m'a dit aussi au tout début, il me dit: «Ce week-end, va t'acheter un bijou, va t'offrir un cadeau» et en fait et donc mais même ou va te faire un massage et en fait, c'est vrai, c'est vraiment prendre soin de soi. C'est c'est pas forcément se faire des cadeaux, mais c'est faire quelque chose pour soi, en fait. Mmh. Et je me dis, il y a des femmes, elles y arrivent à s'occuper d'elles toute la journée, mais il y en a qui font que ça même, hein, ça me ça m'épate. Il y a des nanas, elles arrivent à s'occuper d'elles toute la journée et je les envie, hein, pour moi, c'est des princesses. Donc je pense qu'il y a 2 catégories de femmes, il y a les princesses et les Wonder Woman, et donc il y a celles qui s'écoutent plus que d'autres d'ailleurs et je me dis: «C'est peut-être elles qui ont raison en fait, elles s'économisent la santé». Elles ont moins de choses à prouver, je sais pas, il faudrait analyser ça en Mmh. psychologie. Oui, voilà, quel état d'esprit, Elles ont si on retrouve certaines choses, chez chaque type de Ouais, personne, ouais, parce qu'il y en a qui s'écoutent, elles s'écoutent, moi et il y en a, elles entendent tout de leur corps. J'ai un petit bobo là, j'ai le mal aux cheveux, j'ai ci, j'ai ça. Alors que les autres, elles s'écoutent moins, en fait, je ouais. pense, hein. Je pense Mais que c'est ça. là aussi, je pense qu'il y a un équilibre à trouver parce que quand on s'écoute trop, des fois, ça peut être un frein et ça peut être, même de l'auto-sabotage. Enfin, ça peut être un peu compliqué, parce que si on veut vraiment s'arrêter et y réfléchir, on peut toujours trouver quelque chose, quoi, qui: «Ah, je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Ah, je suis un peu barbouillée» et cetera et ça, souvent, c'est aussi qu'on est beaucoup dans la tête, beaucoup dans la rumination, beaucoup dans la suranalyse. Je pense qu'il y a beaucoup d'anxiété et de choses qui peuvent être liées aussi à ça. Moi, je me pose pas de questions le matin, je me lève, Ouais. en fait et je pense que c'est surtout ça. Faut pas faut pas se poser la question. Moi, je disais à une copine, elle me dit: «Ah aujourd'hui je sens pas et tout». Je dis: «Mais moi je me pose pas de questions, jamais. Je me lève, j'y vais et je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais je pousse toujours un peu plus,
Des fois, le soir, je suis fatiguée, je dis: «Ah mais vas-y, juste vite le lave-vaisselle, range un coup, ça va tu te sentiras mieux quand tu te lèves». Donc je vais toujours aller un peu plus et je pense que c'est en faisant le toujours un peu plus qu'on arrive à avancer plus loin aussi. Ouais. Parce que ce qu'on regarde après, c'est le chemin qui a été fait et c'est hyper satisfaisant parce qu'on se dit: «Ah bah, j'ai réussi tout ça», mais quand on est dedans, on a l'impression d'être dans une machine à laver, hein. Mmh. Cette espèce de module de dessorage qui tourne tout le temps. Quand est-ce que ça s'arrête, s'il vous plaît? Ça s'arrête jamais. Et les vacances, c'est pas souvent des vacances. Enfin, et puis en même temps, je me dis si je partais une semaine dans un hôtel club à rien faire, je crois que Tu te ferais chier. j'aimerais pas. Une semaine, bon, peut-être, mais pas plus, hein. Ouais, ouais. Faut que l'arrêt soit court quand même, quoi. Non, donc justement, je pense que c'est là qu'il faut arriver à mieux équilibrer son quotidien pour pas avoir besoin de ces vraies vacances. Et il y a une expression en anglais qui dit, «Make a life for yourself you don't need a vacation from». Et ça veut dire: crée-toi une vie dont tu n'as pas où tu n'as pas besoin de te prendre des vacances, en Mmh. fait. Parce que la vie, elle est suffisamment équilibrée et bien, qu'il y a pas besoin de partir ou de fuir ou d'aller ailleurs Mmh. pour vivre. Et je pense que c'est important, en fait, comme équilibre à avoir. C'est d'être content dans ce qu'on fait et pas juste travailler, travailler pour prendre Ouais, des pour les vacances, enfin. vacances, quoi. Parce que ça, c'est triste, en fait. Ouais et c'est le cas de beaucoup de monde, hein. Ouais, donc après, ils donnent tout pendant les vacances. Après donc non, je pense qu'il faut avoir un bon équilibre, pro perso pour justement pouvoir, et je pense que même on peut trouver de la joie dans tout ce qu'on fait, que ce soit du travail, du ménage, on peut mettre la musique, en fait, on peut joindre l'utile à l'agréable. Moi, je téléphone à mes copines, j'ai rangé toute la maison, j'ai plié le linge et je pense qu'elles, elles font pareil de leur côté. Du coup non, mais en fait, c'est juste ça et je pense que plus on y pense, plus on râle, plus c'est compliqué, en fait Mmh. et plus on accepte les choses, plus ça passe, en fait et je pense que le fait de se braquer, de se contracter, c'est comme tout, hein, quand on est contracté, tout fait mal. Donc je pense qu'il faut donc c'est arriver à comprendre qu'est-ce qui est réellement nécessaire, parce que des fois on en fait trop aussi et sur quoi on peut, j'ai une photo de mon fils dans la baignoire. Il était petit, dehors, 8 ans et c'était un dimanche soir, donc il fallait qu'il prenait son bain, mais il n'avait pas fini ses devoirs. Donc on avait un feutre, Velleda et j'avais écrit sur les carreaux de la salle de bain pour lui faire ses devoirs pendant qu'il prenait son bain et que j'étais en train de me faire les ongles. Et alors, je me dis: «Ça, c'est du Wonder Woman» parce qu'il faut arriver à Quand tout même. il faut arriver à tout faire en même temps. Et après, il y a aussi quand on est mère célibataire, parce que c'est quand même j'ai élevé mon fils seul, il faut arriver à lâcher sur certains sujets. On peut pas être parfaite partout. Mmh. Et moi j'ai beaucoup culpabilisé de pas le perdre mon fils, donc j'ai surcompensé. C'est-à-dire que le samedi, j'avais fait des gâteaux pour les enfants et tout, et même mes copines qui étaient en couple, elles avaient pas fait autant de choses que moi. Donc j'ai Mmh. beaucoup compensé aussi le fait qu'il ait pas son père. Donc ça fait encore plus de 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 charge, charge. Donc ouais, chef d'entreprise et mère célibataire, c'est chaud. Je le souhaite pas à tout le monde. Il faut avoir, de toute façon, on n'a pas le choix, on y va, hein. ouais. C'est là qu'il faut arriver à jongler et à prendre du temps pour soi, hein. Mmh. Pas C'est un évident. gros challenge. Ouais. Merci beaucoup Mélanie. Eh ben, merci Carole. Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais, entendre sur ce podcast? Et il y en a une de chez les FCE c'est une sacrée Wonder Woman. C'est Marion. Elle est conseillère en patrimoine OK. et elle est sur BFM Business et elle est mère de 3 enfants. Elle m'impressionne. C'est quoi? Je lui proposerai. Alors je la connais pas encore personnellement, mais Elle m'impressionne, enfin, il y en a beaucoup qui m'impressionnent, mais elle m'éclate et elle a toujours la patate et le sourire, elle est super. trop bien. Est-ce que tu peux nous donner pour finir ta définition de la performance? Ouf, c'est pas évident, c'est déjà d'avancer, je pense, c'est parce qu'on peut faire beaucoup de choses sur place. Donc je pense que c'est de la performance, c'est d'arriver à faire avancer les choses. J'ai une dernière question. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur LinkedIn, Mélanie Biberian, Ouais, ça marche. On peut te contacter, en message si vous voulez. super. Merci. Merci beaucoup Mélanie pour tout ce partage. Merci Carole. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Au-delà des performances. J'espère que cette conversation vous a inspiré et donné des clés pour intégrer davantage de bien-être dans votre quotidien. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser une note ou un avis sur votre plateforme d'écoute préférée, cela m'aide beaucoup à faire grandir le projet. Pour continuer la discussion ou en savoir plus sur mes accompagnements,
Retrouvez-moi sur LinkedIn à Carole Messonnier, j'y partage régulièrement des conseils et des inspirations autour du bien-être et de la performance. Encore merci pour votre écoute et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, à bientôt!